Eh bien le bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo MotoGP, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va vraiment très bien. On commence enfin nos tests hivernaux pour cette nouvelle saison du MotoGP, cette saison 2022. Ça fait plaisir, ça y est, on y est, cette véritable nouvelle saison a démarré. Avec cette vidéo, on va donc faire un tour un peu des chronos de cette première journée de test sur le circuit de Sepang. Mais bien évidemment, on ne va pas se concentrer uniquement là-dessus. Les chronos lors des tests hivernaux ne veulent pas dire grand-chose, ça permet un petit peu de discuter de MotoGP. Mais on va surtout se consacrer à des déclarations, à des détails. Bref, vous allez voir, on va se faire un débrief complet de cette première journée de test. Allez, on a bien assez parlé, pensez à vous abonner, pensez au petit like, on est parti. Allez, on va pas tourner autour du pot, on va directement rentrer dans le vif du sujet et parler de l'équipe qui s'est le plus montrée lors de cette première journée de test. Évidemment, bien aidé aussi par le shakedown, c'est Aprilia. On retrouve en tête du coup de ce classement de cette première journée le pilote Aprilia Aleix Espargaro suivi deuxième de Maverick Viñales. Deux pilotes qui ont réalisé des chronos réellement extrêmement rapides. Une 58-371 pour Aleix et une 58-384 pour Viñales. Pour un détail de comparaison, je vous rappelle que Fabio Quartararo avait fait la pole en 2019, ça commence un petit peu à dater, en une 58-303. Rendez-vous compte, on est vraiment extrêmement proche d'avoir tout simplement battu le meilleur chrono de la pole position de 2019. Et pour complémenter un petit peu les résultats de cette fameuse Aprilia, j'ai envie de vous donner un peu les déclarations de son pilote phare, Aleix Espargaro. Je n'ai pas pu utiliser d'autres pneus soft en plus de celui de ce matin. Alors je pense que je peux être beaucoup plus rapide. Il va quand même annoncer quelque chose d'étonnant. Je pense que demain matin, je pourrai rouler en 1,57. Mais même si je fais 1,57 et que je termine premier, ce n'est qu'un test. Je cite toujours le même exemple, quand Marc Marquez ou Dovizioso se battaient pour le titre par le passé, je me souviens qu'ils étaient souvent en dehors du top 10 au test du Qatar et ensuite ils faisaient premier et deuxième à la course. Ce n'est qu'un test. On va continuer mais j'avais envie clairement de commencer bien sûr par ces déclarations d'Aleix Espargaro parce que je trouve que ça pose bien notre sujet. Bien évidemment que tous les chronos qu'on va voir aujourd'hui n'ont pas une réelle valeur et ne vont pas démontrer totalement quelque chose pour toute la saison 2022. Déjà quand on fait les essais libres ça ne veut pas non plus dire énormément de choses. Alors les tests hivernaux encore moins. Mais bon, selon le retour du MotoGP ça fait quand même plaisir d'analyser un petit peu des chronos. Ça nous a manqué. Maintenant, j'ai envie de revenir sur la première partie de ces déclarations d'Aleix Espargaro. Un chrono en 1,57 voudrait dire tout simplement un record de piste absolue. Il est détenu, alors je ne sais pas si c'est officiellement ou non officiellement, mais c'était Danilo Petrucci qui l'avait réalisé lors des tests de Sepang en 2019, si je me rappelle bien. Donc bref, un 1,57, ça serait la première fois qu'un pilote MotoGP descend aussi bas. Ça serait un chrono absolument extraordinaire. Franchement, bon, il y aura sûrement bien sûr un débrief pour cette deuxième journée qui sera donc demain. J'espère clairement qu'on pourra annoncer un petit 1,57, ça ferait quand même très plaisir. On termine globalement par cette déclaration, je me sens sincèrement mieux avec cette moto, elle me plaît beaucoup plus que celle de 2021. Mais la question n'est pas de savoir à quel point je me sens bien, mais à quel point la moto est bonne par rapport à nos adversaires, c'est toujours la clé. On ne court pas seul, peu importe si la moto a progressé d'une seconde, car si les autres ont progressé d'une seconde 2, alors la moto est trop lente de 2 dixièmes. Il faut toujours être prudent, il faut encore engranger beaucoup de kilomètres avant de courir au Qatar et avancer petit à petit. Mais globalement, je suis positif, je pense qu'ils ont fait du bon boulot pendant l'hiver. Bon, je pense qu'on peut le dire, un très bon premier son de cloche pour cette nouvelle Aprilia 2022. J'ai envie de dire que c'est extrêmement positif parce que déjà l'Aprilia 2021 avait fait quand même, je trouve, un très beau pas en avant. On a pu voir un Aleix Espargaro démontrer toute sa vitesse tout le long de l'année, même si la fin de saison a été un poil plus difficile. Donc si 2022 c'est mieux que 2021, j'ai envie de dire c'est génial, ça veut dire que techniquement l'Aprilia pourra faire encore des meilleurs chronos. Alors bon, c'est vraiment techniquement, prendre bien sûr avec des énormes guillemets. Mais ça annonce du positif, ça annonce un avenir peut-être encore meilleur pour Aprilia, et c'est tout ce qu'on souhaite. Nous, ce qu'on souhaite, c'est voir KTM, Honda, Yamaha, Ducati, Suzuki devant, mais aussi Aprilia. Allez, on passe maintenant à une autre marque, et on va donc parler de Ducati. Je n'ai pas réellement de grosses déclarations des pilotes usines de Ducati, mais j'ai des petites déclarations de notre petit pilote français, Johan Zarco, et je vous présente aussi très rapidement les nouvelles livrées 2022 du team Pramac. J'essaie de tout incorporer dans cette vidéo. Ça, je vous ai dit, il va y avoir plein d'informations dans cette vidéo, mais voilà, je vous montre rapidement cette nouvelle livrée 2022 du team Pramac qui est, pour moi, absolument exceptionnelle, et je pense qu'on a devant nous, selon moi,
peut-être la plus belle livrée de la saison 2022. Et revenons en tout cas à notre sujet, les pilotes Ducati ont été quand même un petit peu en retrait dans ces débuts de test à Sepang. On peut voir donc des performances globalement un poil mitigé sur le papier. On retrouvera donc Jack Miller 22e, Fabio Di Giannantonio 20e, Francesco Bagnaia 19e, Luca Marini 18e, Jorge Martin 17e. Ensuite 10e, premier rookie à noter quand même, c'est Marco Bezzecchi, 5e Johann Zarco et premier pilote Ducati, Enea Bastianini, 4e. Alors j'aimerais quand même rajouter quelque chose, on sait que Johann Zarco a quand même pas mal roulé sur la machine 2021, ça a sûrement aidé pour faire des chronos, il part sur une base connue, et Enea Bastianini a lui aussi roulé sur la machine 2021 vu que c'est la moto qu'il aura pour cette saison. Alors évidemment il découvre lui aussi la machine 2021 mais elle est développée à son plein potentiel. Aujourd'hui la moto 2022 est peut-être techniquement moins performante parce qu'il y a encore tout à faire. Et du coup en parlant de Ducati j'ai envie de me recentrer clairement sur Johann Zarco qui a fait pas mal de déclarations, on a appris pas mal de choses. Tout d'abord on a aussi appris que Johann Zarco faisait revenir Jean-Michel Bayle pour reprendre globalement du service à ses côtés afin donc d'optimiser ses performances et gérer au mieux du coup cette nouvelle saison de Johann. Johann Zarco a aussi répondu à pas mal de questions, comme d'habitude, tous les liens sont en description si vous voulez les déclarations complètes, et on lui a posé quand même une question sur cette moto, c'est quand même l'un des points cruciaux, est-ce que cette nouvelle Ducati 2022 est une meilleure machine, allez on va dire que la 2021, en tout cas est-ce qu'elle a un très fort potentiel? Zarco répond un peu à tout ça. Oui, la moto est vraiment hyper performante. Pas tout le temps simple à gérer, et c'est là où il faut être bon, pour vite toucher les bons boutons, pour être à l'aise. Ici en Malaisie, c'est une piste que j'aime bien, mais le plus dur sont les conditions météo. Cette chaleur, elle détruit. Mais c'est un tracé que j'aime bien et il est agréable de vraiment pouvoir utiliser sa moto. Là, la Ducati, sur un grand circuit comme ça, j'aime sentir qu'on a l'avantage de la moto. Rien que ça permet d'être plus tranquille. Il parle aussi de ce fameux nouveau moteur. Oui, le moteur fonctionne bien. Mais il est dur de dire une différence quand tu as fait une longue pause et que tu retrouves la moto. C'est tellement fin que c'est dur à dire. Là, la vitesse de pointe est encore un peu plus comme au Qatar, limite avec l'endroit où on freine. Du coup, je pense qu'il y a moyen de garder 3 ou 4 km/h en freinant plus tard. Mais pour l'instant, je préfère prendre la courbe. Du coup, j'ai 3 km de moins. Zarco a aussi donc testé un nouveau carénage et il dit donc: je n'avais pas pu le confirmer à Jerez car les conditions étaient trop venteuses, mais ici sur un circuit plus grand, il a été plus facile de dire oui, donc je pense qu'il est maintenant bien pour Ducati de le confirmer et d'en fabriquer plus pour cette saison. Bon, vous l'avez compris, pas mal de nouveautés techniques sur cette Ducati. De toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de points des deux vidéos qu'on va faire sur cette test de Sepang que je vais reprendre ensuite avec des sujets un peu plus approfondis. Mais bref, bien évidemment, Ducati a apporté énormément de nouveautés. Mais l'une des nouveautés que j'ai trouvées les plus notables, si vous n'étiez pas au courant, la Ducati, lors d'une sortie de courbe, ils ont une sorte de petite molette pour abaisser l'arrière de la machine et donc ressortir plus fort des virages. Et ben, on a appris maintenant que Ducati a mené une nouvelle fonctionnalité qui permettra aussi d'abaisser l'avant de la machine. On va vraiment retrouver une Ducati collée sur le bitume à racler. Assez étonnant, on verra bien si ce système va se développer, si ça apporte réellement un gros plus au pilote Ducati. Et justement, notre cher Johann Zarco a parlé de vitesse de pointe. J'ai donc maintenant envie de vous afficher le classement des meilleures vitesses de pointe de Sepang. Vous l'avez donc sous les yeux. On retrouve donc en tête une Honda, la Honda de Marc Marquez. On va revenir un petit peu après sur Marc Marquez et cette nouvelle Honda. Mais j'avais donc envie maintenant d'aborder une nouvelle équipe, Yamaha. On se posait une véritable question sur cette nouvelle Yamaha 2022. Est-ce qu'elle allait réellement avoir un nouveau moteur beaucoup plus performant? Est-ce que c'était un moteur qui aurait pu concurrencer, je sais pas, la Honda, la Ducati dans nos plus grands rêves? On le voit directement avec ce classement. Ce n'est pas le cas. Techniquement, l'évolution de Yamaha se cantonne à rester globalement au même niveau que la Suzuki. On peut voir que les deux pilotes Suzuki sont devant Fabio Quartararo lors de ce classement en vitesse de pointe, mais globalement, ça se tient. Et justement, Fabio Quartararo est revenu sur cette fameuse puissance qu'il attendait énormément pour ses tests de Sepang. Il nous a donc déclaré pas mal de choses. Fabio dit donc: c'est vraiment similaire, sincèrement. Rien de très différent. J'étais vraiment content à un moment parce que ma vitesse de pointe était très élevée, 332 km/h, donc j'étais heureux. Mais j'ai freiné après la cellule de détection, ce n'était donc pas la véritable vitesse. Évidemment, je voulais plus de puissance, mais au final, ça ne tombe pas du ciel. Maintenant, on doit être rapide et ne pas trop y penser. Si on l'a, c'est mieux, si on ne l'a pas, ce n'est pas utile de dire tout le temps qu'on manque de puissance. Si on n'a pas de puissance, on s'adapte, comme je l'ai fait par le passé. Si on doit s'adapter,
on s'adaptera. En conclusion, il dit « Je veux voir un peu plus la moto, je suis content du rythme, mais juste avant le time attack, je faisais des tours avec des médiums qui avaient 26 tours. Et en passant sur un pneu neuf, je n'ai pas profité du tendre. Demain, on aura plus d'opportunités de faire un time attack. Globalement, je dois améliorer mon pilotage parce qu'après 3 mois, je n'étais pas assez rapide en courbe. Et c'est un point fort de notre moto. Donc je dois améliorer mon pilotage pour demain. » Bon. Cette énorme question qu'on s'est quand même posée un petit peu tout l'hiver, est-ce que Yamaha pourra réellement améliorer cette machine? Réellement, quand je dis réellement, c'est quand même avec beaucoup plus de km/h dans le moteur, avec une moto qui changeait peut-être techniquement de style. La réponse est donc non. Est-ce que c'était attendu? J'ai envie de vous dire oui. On en avait déjà parlé plus d'une fois, le style de la Yamaha aujourd'hui ne permet pas de faire une machine qui peut concurrencer la Ducati et qui semble aujourd'hui ne pas pouvoir concurrencer le nouveau modèle de cette Honda, cette révolution de la nouvelle Honda 2022. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin du monde pour Fabio Quartararo? Bien évidemment que non, mais c'est vrai que ça a été une très grosse demande de Fabio Quartararo à Yamaha, c'est même la seule véritable demande qu'il a fait tout au long des tests, tout au long de la fin de saison, même j'ai envie de dire pendant la saison 2021. Et malheureusement, le changement est minime. Donc il faudra voir quelles vont être les répercussions au cours de l'année. C'est vrai qu'avec une Ducati de plus en plus rapide, une Honda qui semble aussi avoir trouvé de nouveaux km/h, c'est inquiétant pour la Yamaha s'ils ne sont pas réellement arrivés à passer un nouveau step. Mais bon, une nouvelle fois, je pense que tout ça, on va y approfondir dans des vidéos qui sont consacrées à ce sujet. Il y a encore pas mal de questions à se poser, on verra déjà après les 2 journées de test ce qu'il faut retenir globalement sur cette vitesse de pointe de la Yamaha. Et pour terminer ce sujet sur Yamaha, j'ai quand même envie de vous afficher donc les résultats des pilotes Yamaha. Je vous rappelle bien évidemment qu'on a 4 pilotes Yamaha, Darryn Binder, nouveau MotoGP qui est donc 25e, Andrea Dovizioso 23e, Franco Morbidelli 21e et Fabio Quartararo, meilleur pilote de Yamaha, 6e. Allez, pour se faire une petite pause avant de passer à Honda, j'avais envie de vous afficher 4 photos pour vous présenter les nouveaux aéros de cette saison 2022 de la KTM, globalement du team Tech 3 mais aussi du team Usine. Vous pouvez donc aussi voir l'aéro de la Honda de Marc Marquez, mais aussi donc l'aéro de cette nouvelle Suzuki 2022. En parlant de Suzuki, vous avez donc aussi, comme vous pouvez le voir à l'image, une nouvelle livrée. Je vous affiche aussi très rapidement les photos de cette nouvelle livrée 2022 de Suzuki. Il y a quand même des petits changements, surtout cette partie noire sur l'avant de la machine. Mais bon, globalement, on va se le dire, les changements sont une nouvelle fois minimes. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé, je vais revenir quand même rapidement dessus, mais Yamaha a aussi présenté sa nouvelle livrée 2022. Mais c'est exactement la même, donc bon, on va pas en parler plus longtemps. Allez, on passe maintenant à Honda et on va donc voir les résultats de leurs 4 pilotes. Alex Marquez est 15e, Takaki Nakagami 12e, Pol Espargaro 9e et Marc Marquez, meilleur pilote Honda, 8e. Bon, alors pour la Honda, on a beaucoup de nouveautés, bien évidemment, je vous en avais déjà fait une vidéo où je vous présentais beaucoup de nouvelles choses. Je vous renvoie donc vers cette vidéo pour vous donner par exemple juste un petit comparatif de l'arrière de la machine 2021 face à l'arrière de la machine 2022. Vous voyez tout de suite, on est sur un concept totalement nouveau. On va donc se lire rapidement des déclarations de Marc Marquez. Je tiens à dire que c'est un très bon article de motorsport.com que je vais vous lire, mais il est traduit par Google Traduction et la traduction est quand même un peu foireuse, mais vous allez voir, on va tout comprendre quand même. C'était une première journée difficile. J'ai encore beaucoup de kilomètres à parcourir, pas pour aller plus vite, mais pour récupérer mes sensations et avoir un peu plus de contrôle. J'ai fait des bêtises. Alors quand Marquez termine en disant qu'il fait des bêtises, c'est que tout simplement il a chuté 2 fois aujourd'hui, au virage 9 et au virage 15. Bon, c'est du Marc Marquez, on sait, quand Marquez attaque, quand Marquez teste des choses, souvent, malheureusement, j'ai comme envie de rajouter, il part à la faute. Le premier jour après l'hiver est le pire, mais je suis très content de commencer la pré-saison normalement. J'avais pratiquement arrêté pendant 3 mois, la journée n'était pas mauvaise, mais il faut voir comment les choses évoluent. J'ai besoin de plus de tours pour comprendre les choses. Nous avons essayé la nouvelle moto, et cela a ajouté un peu plus de difficulté. C'était une bonne première journée, mais avec des sensations étranges, avec des choses que je ne comprends toujours pas. La machine 2022 est un grand changement. Je roule sur le même style de moto depuis de nombreuses années, et celui-ci est différent. Mais nous devons encore comprendre comment en tirer le meilleur parti. À partir de là, après avoir roulé sur le même style de moto depuis si longtemps, c'est clairement différent. Rapidement, j'ai déjà vu que les temps sortent plus facilement avec la nouvelle machine. Les temps partout arrivent. Mais je ne sais pas pourquoi. En ce moment, mon point fort qui est l'entrée de courbe, je dois le sacrifier. Et quand je ne l'ai pas fait, j'ai perdu l'avant. J'ai la vitesse, mais en ne roulant pas, on perd des sensations.
Il termine par un petit mot sur sa diplopie que je voulais vous partager. J'ai demandé à l'ophtalmologiste si je pouvais avoir à nouveau ce même problème oculaire, si je tombais dans cette formation. Et il m'a dit que les chances sont les mêmes que si je tombais dans 2 ans. Concernant ce nerf, le médecin me dit que cela est mon point faible. J'ai des os solides, car avec tant de chutes, je n'ai fait que me casser l'humérus. Mais l'œil, c'est ma faiblesse. Donc voilà ce gros blocos de déclaration de Marc Marquez. Alors bon, Marc Marquez, il était bien sûr très attendu à ces tests de Sepang. Il avait donc aussi bien évidemment pas mal de choses à nous dire. Alors outre le fait d'être extrêmement content de retrouver Marquez à Sepang, c'est vrai qu'on peut quand même avoir des petites interrogations par ces toutes premières, ces fraîches déclarations de Marquez. Tout d'abord, bon, on le savait, cette Honda 2022 est un tout nouveau concept, une fameuse révolution. Mais c'est vrai que l'entrée de courbe, comme l'a dit Marquez, qui est son principal point fort, et c'est un petit peu difficile avec cette nouvelle Honda 2022. J'ai vu dans d'autres déclarations qui disaient qu'il fallait un petit peu changer son style de pilotage, sacrifier certaines choses alors que c'était l'un des points forts de Marquez mais aussi de sa précédente Honda. Et donc ça fait bizarre. On sent donc bien que Marc Marquez ne va pas arriver sur cette machine, être premier, exploser tout le monde. Il va falloir clairement bosser sur cette nouvelle moto et c'est globalement le même son de cloche chez Paul Espargaro. Moi j'ai très hâte de voir la progression de cette machine, les possibilités de cette nouvelle moto. C'est quand même rare qu'un constructeur change réellement le principe de sa moto, de sa machine. Donc oui, j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qu'elle a dans le ventre cette moto. Je pense déjà que demain on va avoir un peu plus de time attack et on va pouvoir déjà peut-être un peu plus comparer des top chronos et voir globalement où se situe Honda avec cette fameuse révolution. Puis je pense que c'était aussi intéressant de terminer par ce problème de diplopie parce que oui, c'était une véritable question que pas mal de gens se posaient. Marquez, il faut que tu chutes moins, Marquez, il faut que tu fasses attention. Est-ce que ce problème de diplopie peut réellement revenir si Marquez tombe? On comprend donc bien que oui, que c'est une faiblesse, comme l'a dit Marc Marquez, par rapport à son corps. Maintenant, bon, ce qui est très compliqué avec ce souci-là, c'est qu'on l'a bien compris, ça peut donc arriver à tout moment si Marquez fait une mauvaise chute. Mais le problème, c'est que Marquez, c'est un pilote qui chute beaucoup, c'est un pilote qui attaque beaucoup, c'est un pilote qui teste beaucoup de choses. Et il teste souvent d'aller à la limite. Et on le voit une nouvelle fois, c'était les tests de Sepang, et Marquez est déjà le pilote qui a le plus chuté avec 2 chutes. Donc, il y a vraiment quelque chose qui me fait un peu peur sur tout ça. On va voir, globalement, qu'est-ce que Marquez va devoir changer pour l'avenir, comment il va adapter les choses. On sait que c'est déjà l'un des points qu'il avait quand même essayé de bosser, chuter beaucoup moins. Maintenant, on comprend qu'il va falloir changer quelque chose à son pilotage pour cette nouvelle Honda. Bon, profites-en pour essayer de moins chuter, notre cher Marquez. C'est le mieux qu'on peut lui souhaiter. Donc voilà, pour moi on arrive donc à la fin de cette vidéo. Je vous affiche le classement pour voir les pilotes Suzuki, KTM si vous voulez les voir. J'en ai pas parlé dans ces vidéos parce qu'on a, je trouve, déjà parlé de pas mal de choses, fait pas mal de déclarations. Je ne vais pas vous faire une vidéo non plus de 50 minutes. Demain, on va évidemment parler de cette deuxième journée. Et s'il y a des déclarations intéressantes, des pilotes KTM, des pilotes Ducati ou quoi que ce soit, bien évidemment, je vous les donnerai, donc ne vous inquiétez pas. Bref, moi j'espère que ce débrief un petit peu 2.0 vous a plu. On ne parle pas uniquement de chrono, on parle aussi de nouveautés, on parle de déclarations, on fait un petit peu un mix de plein de choses. Donc c'est un peu une nouveauté, globalement je n'avais encore jamais fait ça, donc j'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Je vous dis bye bye les potes, ciao.